Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour le petit retard, hein. Ce sont les aléas du direct pour ceux qui ont l'habitude de réaliser des webinaires. Vous savez de quoi je parle. Donc, je suis Armand Gansop, cofondateur de Baraza Mining Forum, aux côtés de Maître Lucie Nzongan, de Madame Eram Kondo et de Monsieur Landry Jimpe. Et c'est un prélude à ce forum qui se tiendra au Cameroun le 11 juin 2026 que nous organisons ce deuxième webinaire qui portera sur le green mining avec un focus sur l'énergie verte dans l'industrie minière, avec un plan particulier sur le Cameroun. J'aurai donc le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire. Comme vous devez certainement le savoir, hein, pendant un moment, l'énergie dans les mines était considérée plutôt comme je dirais, un coût opérationnel. Aujourd'hui, on en parle énormément quand on voit un peu l'actualité du moment depuis, par exemple, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et aujourd'hui avec la guerre qui se passe du côté de l'UAE, dont l'énergie est devenue un facteur stratégique à la fois de compétitivité, de souveraineté industrielle et même d'accès au marché. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le green mining, c'est encore une option ou finalement c'est devenu quelque chose d'incontournable? Pour répondre à cette question, nous avons l'honneur et le privilège d'être accompagnés ce jour par M. Tony Tiou, qui est le fondateur et PDG de Renewable in Africa, l'une des plateformes les plus influentes du continent, opérant à l'intersection des énergies propres, de l'IA et de l'investissement à impact, avec de nombreuses réalisations au Kenya, au Ghana, au Nigeria, au Mozambique et au-delà. Bref, il a beaucoup d'arc à son activité et je passerai beaucoup de temps à le présenter, mais ce sera pour une autre fois. Donc, bienvenue Tony et merci d'être parmi nous. C'est un plaisir d'être avec vous et puis j'espère apporter autant d'éclaircissements que possible sur la question du green mining. Voilà. J'en suis convaincu. Nous avons à nos côtés le docteur Cyril Tetougeni, qui est analyste des marchés énergétiques africains, entrepreneur et consultant spécialisé. Et lui, il est à l'intersection de l'énergie, de la finance et de la stratégie. Il est accessoirement fondateur d'Akili Energy, une plateforme d'intelligence stratégique qui est dédiée au secteur énergétique africain. Donc, bonjour Cyril. Bonjour Armand. Exactement, c'est comme tu l'as dit, c'est un plaisir d'être connecté avec vous cet après-midi. Merci à nouveau à tous les deux de nous avoir rejoints. Alors, je vais aller directement dans le plat et je vais continuer sur Cyril. Cyril, lorsqu'on parle aujourd'hui de green mining, de quoi s'agit-il exactement? Oui, merci pour cette première question. C'est vrai que c'est un thème que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est pour ça que je vais essayer de faire une analogie avec le green energy. Quand on parle de green energy, en fait, ça renvoie toujours très souvent à l'énergie verte, énergie propre ou à énergie responsable. Donc là, on va regarder les sources d'approvisionnement de cette énergie, on va regarder l'utilisation efficace de cette énergie et on va regarder effectivement le recyclage des matériaux ou bien le recyclage des éléments utilisés pour produire l'énergie. Donc, si on renvoie cela au green mining, en fait, c'est des stratégies et des cadres réglementaires qui permettent aux opérations minières de devenir, en fait, qui permet de rendre propre ou bien vertes ou bien éco-responsables les opérations minières. Et donc, quand je dis ceci, ça intègre donc quoi? Ça intègre... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, super. Une fois que je l'ai dit, ça intègre donc les pratiques humaines, c'est-à-dire les contrats de travail décents, c'est-à-dire les contenus locaux. Ça intègre également les pratiques environnementales, donc tout ce qui est allié, tout ce qui est au traitement des déchets, traitement des eaux, mais également, il y a également les pratiques énergétiques qui font partie effectivement d'un axe plus stratégique. Quand on dit pratiques énergétiques, c'est-à-dire les passages progressifs de l'utilisation
du diesel aux utilisations des solutions technologiques qui sont moins polluantes et également économiquement plus intéressantes, comme par exemple le solaire ou bien le solaire plus batterie. Donc, du coup, après, pour terminer, effectivement, par rapport à cette question, puis par rapport à la définition, il y a quelques leviers, effectivement, qui sont associés au green mining. Donc, parmi les leviers, on va citer tout ce qui est substitution du diesel, comme je le disais précédemment. Oui. Cyril, là, tu vas déjà empiéter sur une de mes questions. D'accord. Voilà. Ce que je comprends bien, c'est que le green mining, et je donnerai également la parole à Tony pour avoir une idée de la description, du moins son idée à lui du green mining. Donc, je comprends bien que ce n'est pas que l'énergie de façon générale. Hein. Il y a l'économie circulaire, il y a même la logistique. Bref, c'est tout l'écosystème qui permet de rendre vert, on va dire, le système minier. Bon, il y a quelques échos, il y a un écho qui dérange un peu, j'espère que ça va être résolu. Alors, Tony, est-ce que tu as réussi à résoudre ton souci technique? Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que tu m'entends? Parfaitement bien. Ok, super, super. Je voulais m'assurer que c'est parfaitement bien. Problème. Okay, alors, est-ce que tu peux partager avec nous ton idée, en quelques mots, hein, ton idée de ce que c'est que le green mining? Oui, totalement. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il est important aujourd'hui de changer notre manière de raconter le green mining. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a présenté cela comme une démarche principalement environnementale, c'est-à-dire réduire les émissions, protéger l'environnement, améliorer l'image des entreprises. Mais en fait, aujourd'hui, le sujet pour moi est devenu beaucoup plus stratégique. Le green mining, ce n'est pas seulement faire du vert, c'est aussi transformer profondément le modèle économique de la mine africaine, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que l'énergie est devenue le cœur de la compétitivité minière. Quand une mine dépend uniquement du diesel ou bien du fuel qui est lourd, en fait, elle dépend aussi des prix internationaux du pétrole, des problèmes logistiques, des tensions géopolitiques comme il y en a actuellement, et aussi parfois des routes impraticables. Oui. Et à l'inverse, une mine qui produit une partie de son énergie localement avec du solaire, par exemple de l'hydroélectricité ou bien du solaire et du stockage, elle gagne en stabilité, visibilité des coûts et aussi attractivité des investisseurs. Donc aujourd'hui, nous savons aussi que les grands fonds d'investissement, les banques de développement et même les acheteurs internationaux, ils regardent un peu plus maintenant l'empreinte carbone des minerais. Donc la vraie question, ce n'est pas qui sera encore compétitif aujourd'hui, mais qui le sera encore dans 10 ans. Donc, c'est pour moi, c'est pour ça que moi, la question du green mining doit avoir, je veux dire, un prisme différent maintenant. D'accord, c'est vraiment un enjeu, une vision stratégique, hein, je dirais. Du coup, Cyril, pourquoi Tony disait tout à l'heure, dans le passé, on utilisait, les mines fonctionnaient principalement au diesel, au charbon. Aujourd'hui, on observe une transition aussi forte vers des modèles hybrides, intégrant notamment les renouvelables. Tony vient de donner quelques éléments de réponse. Pourquoi observe-t-on une telle transition, en plus de ce que Tony vient de rajouter, de donner comme information? D'accord. En fait, il faut savoir que les opérations minières, c'est comme un enchaînement d'unités fonctionnelles qui demandent l'utilisation de l'énergie. Ça peut être effectivement l'énergie électrique ou ça peut être du diesel si on parle du transport. Donc, ça veut dire que dans les différentes opérations, que ce soit au niveau de l'extraction ou bien au niveau du raffinage, en passant par le concassage, le broyage ou bien tout ce qui est fonderie, effectivement, les mines vont demander de l'énergie électrique. Et historiquement, comme tu l'as dit, en fait, les mines ou bien le secteur minier utilisait énormément du diesel pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, ils étaient en quête d'autonomie, parce que c'était, on va dire, légitimement plus simple de pouvoir effectivement utiliser du diesel. Si on prend le cas, par exemple, de pouvoir produire l'énergie électrique, en fait,
à partir du diesel, c'est assez simple, c'est-à-dire on a juste son générateur et après on utilise effectivement le diesel et on a de l'énergie électrique. Voilà. Et également, c'était pour avoir une sorte d'indépendance parce que voilà, avec les systèmes les réseaux électriques africains qui n'étaient pas toujours fiables. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que plusieurs acteurs du secteur minier sont en train de transitionner, d'évoluer vers de nouveaux systèmes énergétiques. Voilà. Pourquoi? Moi, je vais donner 4 raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train d'évoluer. La première raison, c'est l'évolution de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le soleil, quand on voit les batteries, l'évolution de la technologie a fait en sorte que les prix du solaire ou bien les prix des batteries ont chuté de près de 90%, que ce soit pour le solaire, que ce soit pour les batteries, des prix qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est aujourd'hui le solaire. Avec panneaux solaires, avec panneaux photovoltaïques inclus? Oui, c'est ça. C'est-à-dire les prix, effectivement, quand je dis les prix, ça veut dire effectivement des panneaux solaires jusqu'à l'installation, les prix ont chuté effectivement de quasiment 90%. Également pareil avec les batteries. Donc, ça intègre les coûts d'acquisition et les coûts effectivement d'installation. Avec les batteries également, on observe la même situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est économiquement plus viable de pouvoir intégrer le solaire plus batterie qu'il y a 10 ans. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, on voit effectivement que à cause, ou bien avec les situations géopolitiques qui se passent dans le monde, le prix du diesel peut flamber, est assez volatile. Ce qui veut dire que ça dépend fortement de ce qui se passe effectivement dans le monde. Ça veut dire des chocs exogènes. Et donc, du coup, cela fait en sorte que effectivement, si on se base uniquement sur du diesel, on n'est pas capable de pouvoir maîtriser nos coûts. Et la troisième raison, c'est ce qu'on appelle le CBAM. Le CBAM, c'est en fait cadre réglementaire une pression réglementaire en fait, qui est européenne, c'est-à-dire le mécanisme frontalier, voilà, frontalier de carbone. C'est-à-dire quoi? Ça exige effectivement tous les exportateurs qui produisent, qui font des produits sur la base des énergies fossiles, c'est-à-dire utiliser l'énergie fossile pour effectivement pour des fabrications, pour produire certains outils, certains appareils, voilà, de pouvoir payer une taxe comme on le fait également en Europe. Du coup, le secteur minier aujourd'hui, les industriels aujourd'hui, effectivement, vont se tourner davantage sur toutes les solutions propres pour effectivement réduire l'empreinte carbone et donc ne pas payer les taxes carbone comme on peut effectivement payer en France s'ils veulent exporter leurs produits vers l'Europe. Et la dernière raison que je vais identifier, c'est, je l'ai mentionné un peu pourquoi est-ce qu'on utilisait le diesel, c'est le fait d'avoir une certaine sécurité énergétique. Parce qu'effectivement, on ne peut pas forcément compter sur les solutions, les sociétés électriques, sociétés nationales d'électricité, parce qu'aujourd'hui, ce sont les sociétés qui sont en grande difficulté et compter uniquement sur elles et également sur les réseaux électriques africains. Effectivement, c'est avoir un risque effectivement de ne pas avoir toujours de l'électricité fiable ou bien disponible à tout moment. Voilà, ce sont les 4 raisons que je voulais mettre en avant. Merci Cyril pour ces précisions. Du coup, pour revenir à Tony, j'ai bien compris que cette accélération est due à une question de coût, question de pression carbone, d'exigence ESG également. Et tout à l'heure, tu as évoqué, Cyril, de sécurité énergétique. Donc, Tony, est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on est encore simplement dans une logique verte où on est avant tout c'est devenu avant tout un sujet de compétitivité économique? Tu es sur mute. Tu m'entends là? Oui, parfaitement. Ok, super. Alors, moi, je dirais qu'on est clairement dans la compétitivité. Et je dirais en fait qu'il y a 4 forces qui se combinent aujourd'hui, dont on a parlé. Donc, clairement, le coût, avec le solaire qui a chuté de plus de 90% dans la dernière décennie, les batteries qui sont beaucoup plus abordables. Tu as le facteur énergétique, sécurité énergétique, qui est le deuxième facteur, parce que beaucoup de mines sont situées dans des zones qui sont isolées. Et quand un site dépend
uniquement du diesel, chaque rupture logistique devient un risque opérationnel. Donc, clairement, une solution hybride, c'est ce qui devient le plus abordable et je dirais aussi la meilleure solution pour un fonctionnement optimal de la mine. Le troisième facteur, on a parlé de la pression ESG et crédit carbone, clairement, parce que les investisseurs, ils veulent des projets de plus en plus propres. Et un quatrième élément dont tu as parlé dans ta question aussi, c'est la compétitivité. Parce qu'en fait, nous sommes rentrés dans une ère où, en fait, l'énergie verte peut être moins chère que l'énergie fossile, ça, il faut le dire maintenant. Et c'est là que le paradigme change complètement. C'est difficile à imaginer, hein. C'est vrai que c'est difficile à concevoir. Enfin, mais je pense que je te laisse terminer. Ça me fait penser à une question qui est à suivre, hein. Pas de problème. Alors, je termine franchement en 15 secondes, là. Alors, ce que je voulais dire là, et c'est très important, c'est qu'avant, on regardait le renouvelable comme un coût additionnel. Et aujourd'hui, en fait, il est devenu un avantage concurrentiel. D'accord. Et je le dis souvent, l'énergie verte n'est plus un supplément d'âme pour les mines africaines, en fait. Elle devient clairement un avantage stratégique. Et celles qui ne s'en rendent pas compte, comme je dis, elles vont perdre en compétitivité. Ça fait une belle transition d'ailleurs avec l'Afrique, où j'aimerais qu'on évoque un peu ce qu'on appelle des business cases, des exemples de projets de cette nature-là qui ont émergé du côté de l'Afrique. Cyril, je crois que tu as un exemple. J'ai lu dans certaines de tes publications sur les réseaux sociaux, tu parlais notamment des projets cross-boundary du côté de la RDC. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce projet et en quoi ce type de projet est intéressant pour le continent africain? OK, oui, bien sûr. Il s'agit d'un projet entre un acteur du secteur minier et Cross-Boundary, qui est considéré comme un producteur privé indépendant. Producteur privé indépendant, juste pour ceux qui ne savent pas, en anglais qu'on appelle IPP, c'est en fait le business model est simple. Ils ont les compétences pour structurer les projets, financer, construire, exploiter et vendre donc l'énergie qui est produite à soit des États, ce qu'on va appeler Utility PPA, c'est-à-dire les contrats d'achat et avec les sociétés nationales d'électricité, ou bien avec des entreprises qu'on va appeler le corporate PPA. Voilà. Aujourd'hui, on voit une effervescence effectivement de corporate PPA. C'est vrai qu'en fonction des zones en Afrique, on voit le côté de l'Afrique du Sud où c'est plus dynamique et par rapport à d'autres régions du monde, d'autres régions d'Afrique. Mais le cas effectivement qui est la mine Kamoa-Kakula, il s'agit d'un contrat qui a été conclu entre Cross-Boundary et effectivement l'acteur de cette mine. L'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est de pouvoir construire une centrale solaire avec batterie, avec en clé de pouvoir sécuriser une énergie disponible 24/24. Donc, là, on part d'une combinaison hybride solaire plus batterie. En fait, la centrale solaire est de 220 MW. Et la batterie de stockage, en fait, elle est un peu plus de 500 MWh. Mais cette combinaison permet d'avoir une énergie disponible 24/24 de l'ordre de 30 MW. Et c'est là où ça change beaucoup de choses, parce qu'on a souvent dit que vous savez, le secteur minier, en fait, ils ont des activités qui font en sorte que s'il y a à un moment donné une absence d'énergie électrique, effectivement, ça peut avoir une implication, ça peut avoir un dommage, effectivement, dans les activités. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sécuriser l'accès à l'énergie électrique 24/24, 7 jours sur 7. Donc, on a souvent dit que le solaire est intermittent. On a souvent dit que voilà, c'est pas intéressant d'intégrer le soleil parce que une fois qu'il n'y a plus du soleil, voilà, il n'y a plus d'énergie électrique qui est produite. Ce qui veut dire que il faudra toujours combiner avec des générateurs à diesel. Mais le cas effectivement que tu viens de mentionner, c'est un cas qui fait en sorte qu'aujourd'hui, une fois que le projet sera terminé,
la mine aura la capacité de pouvoir exploiter 30 mégawatts, on va dire, full capacity, 24 heures sur 24, via effectivement cette combinaison hybride, c'est-à-dire solaire plus stockage batterie. Il faut rappeler que c'est on va dire, le projet, on va dire, le contrat PPA entre une entreprise et un développeur de projet le plus important qui existe en Afrique. Il n'y a jamais eu cela dans le passé, ce qu'on appelle le commercial industrial. On a des gros projets entre les développeurs et les États, c'est-à-dire les sociétés nationales d'électricité, mais ce cas-ci, c'est le tout premier en termes de capacité et de quantité effectivement mise en avant. Et ça change effectivement la compréhension, la dynamique. Et très important. Ouais, c'est ça. C'est un très beau message parce que ça montre effectivement que on peut aussi être porteur de projets innovants du côté de l'Afrique. Il y en a bien d'autres, hein, dans le numérique également, mais ce n'est pas l'objet du jour. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit le solaire et je crois le stockage aussi sont certainement ce qui permet à l'énergie d'être utilisée de façon continue. Du coup, Tony, pourquoi donc ce couple-là, solaire, stockage, c'est en train de devenir une solution, je dirais une solution stratégique pour beaucoup de projets miniers africains? Est-ce que c'est parce qu'on a du soleil? Est-ce que c'est parce que la technologie aujourd'hui est au point contrairement à hier? Est-ce que c'est juste une question de pas de choix? Pourquoi ce couple-là semble devenir cette solution stratégique? Bon, pour aller droit au but, je dirais que c'est parce qu'on atteint un niveau de maturité technologique. Parce que pendant longtemps, on disait que le solaire, ça marche seulement quand il y a du soleil. Mais aujourd'hui, grâce aux batteries et au système intelligent de gestion énergétique dont a fait allusion Cyril, on peut stabiliser normalement la production. Donc, le couple solaire plus stockage, il apporte, à mon sens, 3 avantages fondamentaux aux mines africaines. Il y a, numéro 1, la réduction de coûts. Numéro 2, on a la stabilité énergétique. Et numéro 3, on va dire la réduction du risque qui est lié au carburant. Donc, avec les projets dont on a parlé aussi, Fekola au Mali, ou bien Kamoa Kakula en RDC, on voit que les renouvelables ne sont plus des projets pilotes symboliques comme on en parlait auparavant. Ça devient maintenant des projets du système industriel à grande échelle. Et ces modèles sont particulièrement adaptés à l'Afrique. Dans la crainte beaucoup d'industriels jusqu'à aujourd'hui, avec cette crainte-là, étaient plutôt sceptiques sur le renouvelable à cause des enjeux de stabilité énergétique. Et là, je vois que vous avez apporté tous les deux des éléments de réponse à cela. Est-ce qu'on peut dire aussi que les technologies actuelles, d'ailleurs, je pense que Tony a peut-être commencé à évoquer cette réponse-là, est-ce que les technologies actuelles permettent réellement de sécuriser l'alimentation énergétique d'une mine? C'est de cette maturité dont tu parlais, Tony? Oui, ben c'est en quelque sorte de cette maturité dont je parlais. Mais bon, il faut aussi clairement le dire, hein, aucune technologie, elle toute seule est magique, quoi. Donc, le sujet, ce n'est pas de remplacer brutalement le système existant par du solaire. Le sujet est de construire, pour moi aussi, un mix énergétique intelligent. Parce que nous savons qu'une mine a besoin d'une alimentation stable 24 heures sur 24. Ouais. Et dans la plupart des cas, moi, je préconiserais, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, un système hybride. Par exemple, avoir de l'hydro pour la base, le solaire pour réduire les coûts en journée, les batteries pour lisser la production et un appoint thermique de sécurité. Et c'est exactement ce que plusieurs projets africains font déjà. Donc, clairement, c'est aussi ce qu'il faut dire pour avoir un message, je dirais, responsable. D'accord, il faut jouer sur une sorte de mix énergétique de façon intelligente entre les besoins des uns et des autres, entre les cibles, les industries, ce sera un type de technologie, la population, la zone dans laquelle on se trouve, en zone rurale ou qu'on sort. En fait, c'est je dirais, ce mixage intelligent-là qui va nous permettre de nous en sortir. Mais je vais vous piquer un peu. Vous savez que je milite beaucoup pour une maîtrise totale de la chaîne de valeur dans tous les domaines, que ce soit de l'énergie, que ce soit les mines. Je pars du principe que si on maîtrise cette chaîne de valeur, on développe une véritable valeur ajoutée et le fait d'être maître de cela nous permet aussi de dominer quelque part le marché, en tout cas de ne pas avoir de pression externe. Nous disposons du soleil.
Nous disposons même de certaines matières premières qui sont nécessaires pour la fabrication, ne serait-ce que des panneaux photovoltaïques. Alors, pourquoi ne fabriquons-nous pas nos propres panneaux? Et est-ce que ceux qui sont fabriqués ailleurs sont suffisamment optimisés pour une utilisation locale? Qui veut bien essayer de répondre à la question? Alors, je vais m'y essayer rapidement. Alors, pourquoi ne fabriquons pas nos propres panneaux? La réalité, c'est que oui, on pourrait éventuellement le faire. La question, c'est à quel coût et pour quel marché? Parce que si on n'a pas suffisamment de marché pour pouvoir écouler ce produit-là, je parle de marché, je parle assez costaud, parce que faut bien se dire que si on n'a que 10, 20 mégawatts par-ci, par-là, ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir créer sur place une industrie qui va fonctionner sur 30 ans, dont il faudra faire des investissements conséquents au début. Et par la suite, on est dans un marché global. Donc, et vous savez bien, et moi je le dis, parce que si même les Européens ont abandonné vis-à-vis des Chinois, plus ou moins, je caricature, mais c'est à peu près ça, c'est parce qu'il faut se dire aussi qu'il faut aussi être en mesure de pouvoir rivaliser. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas juste de se dire, question de fierté, on peut construire nos propres panneaux. Il faut voir dans quelle mesure il est judicieux de pouvoir le faire. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut s'associer à certains éléments de la chaîne de valeur où on sait qu'on a un vrai avantage concurrentiel? Tout à fait. Et de pouvoir développer, et même parfois s'associer avec certains de ces grands fabricants pour leur demander de déplacer une partie de leur production sur le sol africain, de manière à, d'une certaine manière, toujours employer de la main-d'œuvre africaine et de leur faire passer un savoir. Et à terme, peut-être qu'on sera transfert de technologie. Voilà, exactement. C'est exactement comme ça que la Chine, l'Inde s'est développée, quoi. Donc, c'est toute une analyse cohérente qu'il faut faire. Et c'est bien d'avoir de la fierté, et moi je suis pour une grosse fierté africaine sûrement, mais il faut clairement aussi le faire, comme je dis, avec un petit peu de jugeote. D'accord, je sens que Cyril a quelque chose à rajouter. Oui. Désolé de vous avoir piqué, je ne pouvais pas m'en empêcher. Non, je vais aller dans le même sens. En réalité, est-ce qu'on est capable de battre sur le plan de la compétitivité les prix venant de la Chine si on décide effectivement de produire nous-mêmes nos propres panneaux solaires? Voilà, je pense que Tony l'a clairement dit, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut capitaliser déjà sur les technologies existantes, voir comment on peut collaborer avec les Chinois. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà des chaînes de montage ou bien de fabrication, mais ce sont des chaînes qui ont été installées par les Chinois. En Afrique, on peut citer par exemple en Égypte, effectivement, qui sont en train de développer des chaînes également où on va monter les panneaux solaires dans le pays. Je pense qu'il y a peut-être aussi le Nigeria, mais je peux dire il y a déjà effectivement des cas où même si on ne fabrique pas tout de bout en bout, de collaboration avec les Chinois qui ont déjà l'expertise et qui sont très avancés. Et c'est aujourd'hui, je trouve ça c'est assez difficile effectivement de les battre en termes de compétitivité parce que les Européens effectivement l'ont fait. Je pense qu'ici en France, il y a une usine qui a récemment fermé, une usine qui faisait ses propres panneaux solaires. En fait, parce qu'effectivement, le marché, c'est compliqué. Il ne peut pas compétir avec les Chinois qui ont des prix extrêmement compétitifs. Bon, ceci dit, je vais me faire l'avocat du diable. Ça paraît quand même paradoxal parce que quand je lis, j'entends que 600 millions d'Africains manquent d'électricité. Je dis, mais 600 millions, ça semble être un gros marché dans l'absolu. Mais non, je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité, mais en tout cas, je comprends bien vos propos. On va chuter au niveau du Cameroun, parce que jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé des dynamiques mondiales, du green mining. Revenons un peu à notre réalité locale. C'est de savoir si le Cameroun est énergétiquement prêt pour son ambition minière, et elle est bien belle. Donc, Cyril, je te laisse continuer. Quand on regarde aujourd'hui le pays dont nous sommes tous originaires, je ne sais pas si les chiffres vont être affichés sur l'écran là, qui sont fournis par le cabinet Stratmine. Où en sommes-nous réellement sur le plan énergétique pour accompagner une industrialisation minière? Oui, mais c'est une bonne question. Quand on sait qu'on a des activités minières sur quelques régions dans quelques régions du pays, il est important de se poser la question si est-ce que
les capacités énergétiques du pays peuvent encourager ou bien peuvent faciliter, favoriser l'installation de nouveaux acteurs du secteur. En fait, moi, je veux commencer effectivement par présenter la situation telle qu'elle est connue. Hein. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est, on va dire, quasiment 2 gigawatts de capacité installée. Et le pays se base principalement sur le l'hydro parce qu'on a des cours d'eau un peu partout dans le pays qui font en Je ne sorte veux pas que... te perdre, mais quand tu dis 2 gigawatts, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça correspond à quoi? Parce que toi, ça te parle, 2 gigawatts, tu vois tout de suite à quoi ça correspond. Mais quelqu'un qui veut comprendre pourquoi Eneo, aujourd'hui, Socadel, a du mal peut-être à fournir en électricité, ça correspond à quoi 2 gigawatts? On peut faire quoi avec? Oui, non, mais en fait, c'est une bonne question parce que quand on dit on peut faire quoi avec, en fait, 2 gigawatts, en fait, c'est la capacité qui permet de pouvoir produire de l'électricité. Maintenant, et les problématiques sur le fait qu'avec cela, on voit des choses qui se passent, on voit de nouveaux projets, mais on a toujours des délestages au Cameroun. Ça, c'est une autre problématique parce que, en fait, oui, on a effectivement des infrastructures pour pouvoir produire de l'énergie. Ça, on va pas se mentir. On a des barrages, on a Nachigal qui a récemment été mis en service, qui produit, on va dire, une capacité de 420 mégawatts. En fait, cette capacité-là, lorsqu'elle est utilisée en plein régime, permet de pouvoir produire de l'électricité. Mais une fois que l'électricité est produite, elle doit pouvoir être distribuée, c'est-à-dire transportée et distribuée vers des zones qui utilisent cette électricité-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un problème en termes de réseau électrique. On a un problème en termes de transport parce qu'il faut savoir que Nachigal, quand il a été mis en service, il faut savoir que ce n'est pas 100% effectivement qui était utilisé parce qu'il y avait effectivement ce déficit en termes de transport électrique qui faisait en sorte que juste une partie, tout à fait. Voilà. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, effectivement, même si on a plusieurs infrastructures énergétiques qui sont disponibles, on n'arrive pas encore à résoudre le problème d'accès à l'électricité. Donc, il y a ça, et il y a également les problématiques associées aux pertes techniques, parce qu'effectivement, on a un réseau qui soit vétuste, qui nécessite effectivement d'être modernisé, optimisé, amélioré, et avec les pertes commerciales, tout ça qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut avoir un déficit de capital pour pouvoir investir sur le secteur énergétique camerounais. Voilà, je reviens sur la question, je n'ai pas oublié la question. Donc, on est effectivement dans un pays où on a 2 gigawatts, c'est-à-dire 2000 mégawatts de capacité installée. Mais le problème, c'est que quand on voit ces chiffres-là, on a l'impression que ce sont les chiffres qui ont été dimensionnés ou bien conçus pour l'utilisation uniquement soit de la population ou de quelques entreprises. Ça veut dire qu'on n'a pas intégré forcément une industrialisation du pays quand on fait, en fait, dans cette planification énergétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les 2000 mégawatts, quasiment 2000 mégawatts qui sont installés, voilà, on n'a pas encore cette capacité de pouvoir électrifier le secteur minier au Cameroun, c'est-à-dire même les nouveaux projets, les projets actuels. Mais c'est où effectivement ça devient intéressant. En fait, parce que si effectivement le secteur minier ne peut pas compter uniquement sur l'énergie électrique provenant des sociétés nationales d'électricité au Cameroun, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour ces acteurs-là, c'est-à-dire passer effectivement par ce qu'on disait, eux-mêmes concevoir le projet ou bien passer par les développeurs de projets qui vont mettre en place des infrastructures, vendre de l'électricité à ces acteurs du secteur minier afin qu'eux, ils puissent effectivement développer leurs activités. Donc, moi, j'ai envie de dire que oui, la situation actuelle est compliquée au Cameroun parce qu'il y a un défi extraordinaire, un défi important en termes d'accès à l'électricité, et même pour les populations. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, le secteur minier ne peut pas évoluer. On a des solutions de contournement, c'est-à-dire des contrats avec des investisseurs privés qui vont faire en sorte que, effectivement, si on est loin du réseau national, on peut produire de l'électricité via une centrale solaire, via une solution hybride qui vont faire en sorte qu'on va réduire progressivement notre dépendance au diesel. Donc, voilà ce que je pourrais dire.
C'est très clair. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote où je pense que vous l'avez certainement vécu. Une mine industrielle, une seule mine, on l'a dit, elle peut consommer entre 150 et 300 mégawatts pour une production à peu près annuelle de 10 tonnes. Et la question sera pour Tony. Je me souviens dans mon enfance, quand il y avait des coupures d'électricité, on nous disait que c'était parce que l'entreprise Alucam, qui fabrique l'aluminium au Cameroun, absorbait toute l'énergie du pays. Vous avez certainement eu vent de cette histoire quand nous étions encore plus jeunes. Je ne comprenais pas grand-chose à l'époque sur les questions énergétiques. Donc, j'ai envie de demander à Tony, est-ce que le public réellement réalise réellement l'ampleur des besoins énergétiques que représenterait le développement simultané de tous les projets miniers? Quand je pense qu'il faut entre 150 et 300 mégawatts pour une seule production, pour une seule mine qui va produire un certain nombre de volumes par an, imagine, on en a comme ça 10. Comment on fait? Bah, écoute, je crois que vis-à-vis de l'anecdote que tu as racontée, clairement, on se rend bien compte que les gens ne se rendent pas compte encore de l'ampleur du défi que ça représente. Parce qu'effectivement, quand tu parles de cette quantité, cela représente l'équivalent énergétique d'une grande ville. Donc, si on se retrouve avec plusieurs grands projets miniers qui démarrent simultanément au Cameroun, ben, ça veut dire que nous parlons ici d'un changement d'échelle énorme. Exact. Et c'est précisément pour cela que la question énergétique devient centrale. Le risque serait de développer les mines beaucoup plus vite que les infrastructures énergétiques. Donc, en même temps, je veux aussi dire que cela représente une opportunité historique d'une certaine manière. Parce que les besoins miniers peuvent en fait accélérer tout ce qu'il y a comme investissement énergétique, les infrastructures dans le pays, les PPA industriels aussi, tous les projets renouvelables à grande échelle. Donc, autrement dit, la mine ou bien cette grande entreprise à l'UQAM dont tu faisais allusion, oui. si les choses sont bien faites, elles peuvent véritablement devenir un moteur de transformation énergétique nationale. Et cela peut bénéficier à d'autres secteurs industriels. Donc, je présenterai la chose de cette façon. D'accord. C'est très clair. C'est très clair sur ce point-là. Je reviens. Oui. Peut-être, effectivement, je pourrais ajouter quelque chose. En fait, je pense que, comme Tony l'a dit, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Parce que si on parle de 150 mégawatts à 300 mégawatts juste pour un acteur du secteur, ou bien juste une mine, imaginez-vous, ça fait 1/6 des capacités installées actuelles. Donc, si on est quasiment à 4 projets pareils, on est à plus de la moitié de la... Et il faut savoir que les capacités installées n'évoluent pas aussi vite. Parce que les 2000 dont on parle là, c'est parce qu'on a l'intégration de Nachigall récemment, qui était 400 mégawatts, 420 mégawatts pour être plus précis. Voilà. Pour développer des projets de centrales hydro, il faut minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Du début jusqu'à la fin. Oui. Donc, 2033, il va arriver très vite. Ce qui veut dire que si on est effectivement en train de se dire, OK, il faut compter sur les moyens du gouvernement pour pouvoir lancer, alors je pense qu'on est encore très loin du compte parce que avec les capacités actuelles, oui, effectivement, on ne va pas pouvoir. Voilà, parce que ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande beaucoup d'autres choses. Ça montre bien que le couple mine et énergie, finalement, c'est un couple indissociable. Hein? C'est-à-dire que c'est ce que je comprends et retiens de vos deux retours, c'est on ne peut pas se contenter juste de vouloir développer des projets miniers aussi intéressants soient-ils, sans prendre en considération la réalité locale, c'est-à-dire en termes de disponibilité en énergie. Et vous avez évoqué quelques éléments qui permettent de le contourner. Bon, je reviens un peu sur le green mining. Quand on parle de green mining de façon générale en Afrique et au Cameroun en particulier, certains vont répondre
Et moi, le premier, d'ailleurs, ce fut le cas sur d'autres domaines. Oui, mais nous n'avons pas déjà assez d'électricité. Quand vous nous parlez de green mining, on a l'impression que c'est un fantasme qui vient de l'Occident, qui veut peut-être nous empêcher de nous développer. Voilà, on imagine tout et n'importe quoi. Mais finalement, j'ai la chance de vous avoir avec moi pour poser la question. Est-ce que combler ce déficit-là, parce que je crois qu'il va évoluer entre 700 et 1500 mégawatts d'ici à 2033, en tout cas les besoins, est-ce que combler ce déficit énergétique, c'est compatible avec une logique bas carbone, Tony? J'adore la question parce que elle revient sous plusieurs formes, quels que soient les différents secteurs. Donc, c'est une très, très belle question. Déjà, merci de la poser parce que ça permet de pouvoir clarifier certains points et j'espère que certains en prendront note. Parce que je dirais, oui, dans le contexte de l'Afrique, les deux sujets doivent être traités ensemble. On n'est pas obligé d'opposer l'un avec l'autre. Parce que pendant longtemps, on opposait le développement économique avec la transition énergétique. Un peu comme si l'Afrique devait d'abord polluer et ensuite devenir verte plus tard. C'est ce que beaucoup de personnes sous-entendent. Mais aujourd'hui, nous avons une opportunité différente. Pourquoi? Parce que le solaire est compétitif. Ça, on l'a dit économiquement. Le stockage, il progresse. Et l'hydro reste un atout majeur. Donc, nous pouvons construire directement une partie de notre industrialisation sur des bases beaucoup plus modernes. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va passer tout au 100% renouvelable demain. Non, clairement pas. Je suis le premier à le dire, ce n'est pas forcément réaliste. Mais cela veut dire que le déficit énergétique africain peut être comblé par des infrastructures beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus durables. Et surtout, il ne faut pas oublier un point essentiel, c'est-à-dire les futurs marchés mondiaux seront de plus en plus sensibles à l'empreinte carbone. Ça, c'est un fait. Donc, produire des minerais avec une énergie beaucoup plus propre deviendra aussi un avantage commercial sur le marché global. Donc, le bas carbone n'est pas un frein à l'industrialisation. Il peut devenir en fait un accélérateur. Et je te donnerais peut-être un petit scoop ici, c'est en fait, je prépare un livre où en fait j'expliquerai ça de fond en comble. Parce que c'est une question, comme je te dis, il revient mais tout le temps, un peu comme s'il fallait opposer les deux. Mais en fait, clairement pas. Nous sommes dans la compétitivité et nous pouvons être compétitifs et beaucoup plus verts ensemble et sans un problème. C'est très clair, Tony. Et je pense effectivement qu'il y a un besoin pédagogique peut-être sur ce sujet-là. Et le livre qui est en préparation de ton côté, ce sera avec plaisir que nous communiquerons là-dessus. Je serai d'ailleurs le premier à m'offrir un parce que moi aussi, tu vois, je me pose cette question. Et c'est très intéressant à nouveau parce que il y a le fleuve Inga en RDC qui a un potentiel de 40 000 mégawatts. Tout récemment, il y a le barrage de la Renaissance en Éthiopie qui a été inauguré avec 6 000 mégawatts. Ce sont des chiffres qui sont très intéressants. On sait aussi qu'au niveau local, notre beau pays, le Cameroun, a un potentiel hydroélectrique de 12 000 mégawatts. Vous comprenez très bien les chiffres. Hein. Certains qui ne sont pas du milieu n'imaginent pas un peu ce que c'est. Mais Cyril l'a dit tout à l'heure, on n'a que 6% qui sont exploités aujourd'hui. Je voudrais qu'on explique encore un peu plus ce paradoxe. Je sais que Cyril a commencé à donner des explications tout à l'heure. Moi, ça me perturbe. On a 12 000 mégawatts, mais on n'a que 6% qui sont utilisés. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est je dirais, une absence de planification? Est-ce que c'est le réseau qui est obsolète? Je crois que tu as mentionné ce point-là tout à l'heure. Est-ce que ce sont les coûts aussi qui sont exorbitants ou alors simplement on n'a pas d'argent pour le faire? J'aimerais que les Camerounais comprennent un peu aussi ce qui se passe de façon terre à terre, Cyril. Dis-moi quelque chose. Voilà, je veux comprendre. Ah ouais, non mais c'est une bonne question hein, parce que la question du potentiel, elle va également se poser pour les autres sources d'énergie parce que même le potentiel solaire, il est le plus important en Afrique que dans le reste le reste du monde. On a un potentiel éolien également extraordinaire, potentiel géothermique quand même dans certains pays, pas mal. Donc, en fait, moi, je pense que
aujourd'hui, quand j'analyse effectivement le secteur, je me rends compte que pour des raisons que peut-être moi je n'ai pas, on a toujours tendance à vouloir se dire, OK, on va lancer des projets, on va développer des projets, il faut de nouveaux projets, il faut de nouvelles capacités installées. Mais mon sentiment est que parfois, cela ne passe pas forcément par une réflexion sur le besoin réel de nos pays. Le besoin, pas seulement en termes d'accès à l'électricité, parce qu'il est là, oui, mais on doit aller au-delà. Le besoin également en termes d'industrialisation. Je prends juste un exemple. Si on regarde le Compact Cameroun, c'est-à-dire pour le programme Mission 300 de la Banque mondiale, le Cameroun ambitionne 100% d'accès à l'électricité d'ici 2030. Et pour cela, elle dit aussi que le pays dit également que l'idée, c'est de passer à quasiment 3000 mégawatts en 2030. Voilà. Mais quand on regarde, quand on analyse la situation froidement, c'est clair que si on veut aller à 3000 mégawatts, on n'a pas intégré le besoin d'industrialisation. Tout à fait. Donc, on peut avoir le potentiel, mais tant qu'on n'a pas la vision large, où est-ce qu'on va? Quelle est notre trajectoire? Quelle est notre ambition industrielle? On ne va pas forcément exploiter ce potentiel. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, comme je l'ai également mentionné, en fait, ces projets, ce sont des projets extrêmement coûteux. Le cas du solaire et de l'éolien, encore, on peut dire ça va. Parce qu'effectivement, le solaire est descendu à 1 million d'euros, 1 million de dollars pour 1 mégawatt installé. Pour faire la comparaison avec l'hydro, on est sur 2,5 millions de dollars pour 1 mégawatt d'hydro installé. Donc, on a besoin de quasiment 2,5 fois plus de capitaux pour développer des projets hydro. Ça demande beaucoup de capitaux. Et donc, en fait, cela renvoie également à une problématique. Qui finance nos projets? Parce que si on n'a pas cette souveraineté en matière de financement de nos infrastructures, ça veut dire que voilà, on est sous comment j'ai envie de dire cela, ça ne dépend pas forcément de nous. On peut même avoir l'ambition, on peut même avoir la volonté, mais tant que toutes les cases ne sont pas faites, on ne va pas pouvoir effectivement lever du financement pour pouvoir développer ces infrastructures-là. J'aime bien le jeu de mots, les cases vertes. C'est merveilleux. Ça, c'est des réalités effectivement, qui font en sorte que même si tu peux avoir toute la volonté du monde, tant que ce n'est pas toi qui sors de l'argent, ça peut également être un frein pour pouvoir développer toute ton ambition. Et peut-être la dernière chose que je dirais vraiment, c'est que de développer des projets. Et après, on se rend compte qu'on n'a pas de ligne électrique pour transporter ces projets-là, ces centrales-là. Parce que ce n'est pas seulement le cas au Cameroun. Hein. Dernièrement, au Tchad également, j'étais tombé sur cet article-là. 50 mégawatts installés, et c'était quasiment un tiers uniquement qui pouvait être transporté. Parce qu'effectivement, on avait un problème en termes de réseau. Ce qui veut dire que ce n'est pas intéressant de se dire on va lancer des projets si on n'a pas cette capacité-là de pouvoir les transporter jusqu'à l'utilisateur final. Ce qui veut dire qu'il est important effectivement de réfléchir sur notre architecture, de réfléchir sur le marché pour pouvoir avoir un écosystème solide afin de pouvoir effectivement utiliser de façon intéressante le potentiel qu'on a sur le continent. Merci beaucoup pour cet éclairage-là. J'aurais quand même préféré que tu nous compares à la France ou à la Belgique, pas au Tchad. Mais bon, ça, c'est mon côté chauvin. Je précise pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Kenya notamment qui possède la plus grande centrale géothermie d'Afrique pour le projet Olkariasi, si ma mémoire est bonne. Tony, j'ai envie de dire que, vous l'avez aussi mentionné à plusieurs reprises, finalement, est-ce qu'on peut imaginer demain un Cameroun, l'écosystème minier camerounais qui fonctionne finalement avec un mix, c'est-à-dire hydro,
solaire, batterie, à pointe thermique? Et si c'est le cas, est-ce que c'est techniquement faisable et économiquement réaliste? Euh, la réponse est complètement. Mais avant de continuer là-dessus, je voudrais peut-être revenir rapidement Je t'en prie. sur ce que Cyril a dit. J'adhère complètement, hein. Mais je voudrais quand même parler de ça parce que c'est très important. Parce que régulièrement, on entend parler, les Camerounais parler du potentiel, du potentiel. Ouais. Et là, je l'ai dit à plusieurs fois, il faudrait bien que les gens se rendent compte. Les investisseurs n'investissent pas sur le potentiel, Sur le c'est sur potentiel, l'écosystème. Donc, je voudrais qu'on oublie cette phrase, ce mot-là, parce qu'en fait, nous ne sommes pas aussi le seul pays à avoir le potentiel. Donc, tant qu'on reste figé là-dessus, il y a des pays qui ont beaucoup moins de potentiel, mais en fait, qui nous dament le pion, parce que justement, on ne met pas en place les systèmes qu'il faut. Donc, en fait, il faut oublier ça, quoi. Évidemment, là, ça, c'est un fait. Ça, c'est acquis. Ce potentiel, il est là. Il ne disparaîtra pas. Et c'est pas parce qu'on le répète tout le temps que tout à coup, on va le transformer. Oui, que non. ça va changer les choses, il faut faire le travail qu'il faut. Il faut ramener un système, un écosystème qui est favorable à l'investissement et là, on pourra avancer. Si ce n'est pas le cas, moi, je pense qu'on va tourner en rond et on se retrouvera dans 10 ans, toujours à parler de ce potentiel qui, en fait, est toujours enfoui sous terre ou bien, je ne sais pas où. Bon, pour revenir à ta question rapidement, est-ce qu'on peut faire du mix énergétique au Cameroun? Oui, clairement, on le fait déjà de toute façon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas qu'une seule source d'approvisionnement. Donc, on a de l'hydro qui est évidemment la plus grosse source d'électricité. Et on a du gaz, du pétrole. Donc, tout ce dont on parle là, c'est d'en faire un peu plus et clairement de ramener du solaire parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Et parce que aussi, quand on regarde les exemples des pays voisins, des pays africains, on se rend bien compte que c'est tout à fait possible. Et effectivement, la chance au Cameroun, c'est de se dire qu'on a tout ce qu'il faut au niveau des ressources pour pouvoir créer un modèle camerounais. Et on peut le faire. Donc, c'est bien de s'inspirer des autres pays, parce qu'on a parlé de la mine de Fekola au Mali, on a parlé aussi de Kamoa-Kakula en RDC, mais au Cameroun, il ne faut pas juste peut-être copier ces modèles-là. Il faut tenir en compte un certain nombre de paramètres comme la géographie, le réseau, les ressources, aussi la structure industrielle. Il y en a au Cameroun, elle est présente. Dans le véritable objectif pour moi, c'est de construire un modèle camerounais du green mining qui va s'adapter sur la compétitivité industrielle, la souveraineté énergétique comme dont a parlé Cyril, aussi la création de valeur locale et aussi réduire progressivement l'empreinte carbone. Et je sais au Cameroun qu'on a justement tout ce qu'il faut pour devenir un futur hub industriel vers... moi, je parlerai pas de l'Afrique centrale, c'est trop réducteur, comme tu l'as dit. Non pas que j'ai du mépris quoi que ce soit pour nos voisins, non, j'ai plutôt beaucoup de respect. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait arrêter de penser qu'ils sont supérieurs à eux. Nous ne sommes pas. Parce que clairement, au niveau des renouvelables, nous sommes en retard. Il faudrait plutôt qu'on se dise, oui, nous avons du talent, nous avons tout ce qu'il faut. Mettons-nous au travail concrètement, pas les slogans. Et là, si on agit comme ça, pour moi, on verra vraiment que nous sommes capables de sortir quelque chose d'inspirant pour tout le continent. Eh bien, vous savez quoi? J'ai vraiment hâte que vous soyez, mais vraiment je le pense, hein, que vous soyez sollicité par les autorités locales sur ces questions énergétiques, que vous puissiez apporter vos différentes expertises pour accompagner le gouvernement et les entreprises camerounaises dans ce domaine-là. J'ai vraiment hâte. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais poser une question, tous les deux finalement, chacun répondra après l'autre. Si vous aviez un message à adresser justement à l'État camerounais, parce que là, je veux qu'on reste focus sur le Cameroun, aux décideurs publics, aux investisseurs, aux industriels camerounais, quel serait-il? Allez, je vais laisser Cyril se lancer à l'aventure. Quel message passerez-vous à tout cet écosystème finalement? Allez, Cyril, t'es en campagne là, vas-y. Non, mais en réalité, je serais hyper ambitieux parce que moi, l'avantage que j'ai avec Akili, c'est qu'on observe ce qui se passe un peu partout en Afrique. Et je suis toujours on va dire impressionné par ce que l'Afrique du Sud est en train de faire. L'Afrique du Sud a réussi à créer un environnement, un cadre qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour le secteur énergétique,
il y a plusieurs acteurs différents. On a des producteurs privés indépendants, on a des fonds d'investissement, on a des acteurs bancaires, on a même ce qu'on appelle les energy traders, c'est-à-dire leur rôle, en fait, c'est de pouvoir acheter l'électricité qui est produite par les producteurs privés et de les vendre à différents clients. Donc, on n'est plus sur une affaire de contrat d'achat d'électricité avec juste une entité, mais avec plusieurs entités. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a défini un cadre qui va intéresser un ensemble d'acteurs. Moi, je pense que l'État, effectivement, est celui-là qui impulse la dynamique. Quand l'État met en place les choses, quand l'État met en place un environnement sain, un environnement qui rassure, qui incite à l'investissement, je pense qu'un écosystème peut se créer. Un écosystème comme ce qu'on peut voir. C'est vrai que vraiment, moi je dis si ambitieux parce que ce que je vois en Afrique du Sud, très souvent, je considère ce pays comme un exemple en matière de secteur énergétique, j'ai envie de dire. Voilà. Parfait. Donc vraiment mettre en place vraiment un cadre que ce soit juridique qui protège les investissements ou bien réglementaire vraiment mais incitatif même également, qui encourage à pouvoir développer les centrales solaires. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme Tony l'a dit, on a le potentiel, mais j'ai l'impression que les projets sont rares. Les projets solaires, vraiment, à grande échelle, sont rares au Cameroun. On a quelques projets, effectivement, résidentiels, on a quelques projets, peut-être CNI, c'est-à-dire commercial and industrial, mais on n'a pas encore un développement en masse. Donc, ça, c'est le rôle, ça, c'est vraiment un message pour l'État. Il y a cette possibilité-là. On a des experts, on a des grands ingénieurs, on a des grands financiers. La preuve, donc, on est capable. Je me sens bien entouré aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'apprends bien des choses avec vous? Je vais laisser Tony donner le mot de la fin. Quel message pourrais-tu passer pour que, voilà, à nos dirigeants, justement, aux investisseurs aussi, d'ailleurs. J'ai un peu de pression. S'ils m'écoutent, et je pense qu'ils m'écoutent parce que je sais que tu es très suivi, Armand. Merci. Alors, je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on l'a démontré tout au long de cette conversation qui était très, très intéressante. Le Cameroun possède de manière claire et nette des ressources minières stratégiques. Et le potentiel énergétique est énorme, ça nous le savons. Mais nous avons une fenêtre historique d'industrialisation qu'il ne faut pas louper. Elle ne va pas rester ouverte éternellement. Donc, à ces décideurs publics, je voudrais dire que la vitesse de décision va devenir vraiment essentielle. Les investisseurs, aujourd'hui, cherchent des marchés qui sont clairs, qui sont stables et qui sont structurés. C'est vraiment important. C'est ça qui ramène l'investissement. Donc, ça, il faut le savoir. Et si je m'adressais à ces investisseurs aussi, je dirais, d'une certaine manière, l'Afrique n'est plus juste un marché d'extraction. Clairement, ça, c'est le modèle d'avant, ça, le modèle passé. Nous sommes maintenant un marché de transformation industrielle et énergétique. C'est ça qui va intéresser donc ces dirigeants et ces populations locales. Et je suis content de t'entendre dire ça. C'est important de faire passer ces messages. Ces industriels, il faut penser à l'énergie dès le départ comme un actif stratégique. Donc ça, c'est vraiment important. Les champions industriels africains, pour moi, sont ceux qui sauront d'une certaine manière intégrer la résilience énergétique, la décarbonisation, mais aussi l'efficacité opérationnelle. Donc, c'est vraiment important. Et le tout dernier mot de la fin, si tu me permets, je dirais que pour le Cameroun, donc ce pays que nous adorons tous, c'est sûr, l'énergie verte n'est plus seulement un supplément d'âme, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, elle devient pour moi vraiment la condition même d'une industrialisation minière qui est compétitive et durable. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est très clair. Merci beaucoup. Si tu me permets, Armand. Juste 30 secondes, Cyril. Oui, 30 secondes. Oui, en fait, je vais passer un peu le message pour les investisseurs parce qu'un investisseur, quand il trouve un cadre, il va venir clairement. Lui, il n'a pas de problème. Mais effectivement, on vient de discuter un truc très important pour les industriels, même pour les acteurs du secteur minier. C'est sorti de la logique où on va utiliser des générateurs à diesel, mais effectivement intégrer progressivement des solutions technologiques qui sont plus vertes et plus, en fait, en termes économiquement viables par rapport, par exemple, aux générateurs plus diesel. Ça, c'est important. Je pense que c'est un message qu'il faudrait passer durant votre forum qui aura lieu le 11 juin prochain. C'est très clair.
malheureusement, il y a eu quelques questions au niveau du chat, mais on n'aura pas l'occasion de les poser, d'y répondre aujourd'hui, mais on le fera, on répondra à ces personnes-là par mail. Moi aussi, j'ai un message à faire passer aux décideurs publics, aux investisseurs, aux industriels camerounais. C'est d'être présent pour ce forum minier que nous organisons le 11 juin au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Et ça rejoint aussi, c'est pour ça que j'étais très content tout à l'heure d'entendre Tony dire qu'on n'est plus à l'ère de l'extraction, mais plutôt à l'ère de la transformation. Et c'est le message que Baraza Maïni porte depuis quelques temps, où nous essayons de partager notre vision, de partager notre stratégie qui consiste à accompagner les États africains, les industriels africains dans leur processus de transformation de matières premières. Voilà, je vous remercie encore tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet ô combien pertinent et très intéressant pour le développement de notre continent. J'espère avoir l'occasion de participer à d'autres webinaires avec vous et nous attendons avec hâte la sortie du livre de Tony dont je me ferai comment dire, on te fera la pub, comme on dit au pays. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous dis à très bientôt et aux autres, je nous donne rendez-vous le 11 juin à Yaoundé pour ce merveilleux forum Baraza Mining. Voilà, allez, à bientôt mes amis, merci beaucoup. À bientôt, salut. Bye bye.